Bien, nous allons pouvoir commencer. Nous allons pouvoir commencer ce programme. Je voudrais vous traiter d'un seul sujet. Dans cette émission matinale, nous sommes presque en fin de matinée. Il est 11h14. Eh bien, heure d'Europe occidentale, quand je prends la parole dans cet oratoire. Je voudrais vous parler de deux phénomènes qui sont en relation. Un phénomène qu'on appelle les opposants figurants et un autre phénomène qu'on appelle les pourrilections. Si vous ne connaissez pas ce que c'est qu'un opposant figurant, vous ne pouvez pas savoir ce que c'est qu'une pourrilection. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'une pourrilection, vous ne pouvez pas savoir ce que c'est qu'un opposant figurant. Alors, je vais prendre les choses de la manière suivante. D'abord, les définitions. On va s'entendre sur les définitions. Une fois qu'on maîtrise les définitions, je vais vous donner l'histoire de la figuration politique dans mon pays natal, le Cameroun. En vous citant les têtes de proue, les figures monumentales de la figuration politique dans l'histoire du Cameroun. De telle façon que les Camerounaises et les Camerounais qui m'écoutent, les Africaines et les Africains qui m'écoutent pourront tous compléter mon analyse par leur propre expérience de plusieurs de ces hommes et de ces femmes politiques qui en fait n'ont jamais servi à grand chose à l'Afrique, si ce n'est à la distraire, à lui perdre du temps et en fait à conforter les intérêts des ennemis du continent, les ennemis de l'Afrique. Les ennemis de l'Afrique. Donc, si vous êtes d'accord avec ce projet, faites un effort pour continuer à partager cette émission et pour la protéger, bien sûr, de la violence des prédateurs pour qui la moindre prise de parole de votre serviteur correspond à un déversement d'eau bénite. Première partie, définition. Qu'est-ce qu'un opposant figurant? Un opposant figurant, c'est un faux opposant politique. C'est quelqu'un qui fait semblant de s'opposer à un régime alors qu'il compose en secret ou ouvertement avec ce régime. Alors qu'il est en fait un ambassadeur de ce régime pour distraire la population. Un opposant figurant, c'est un opposant qui fait semblant de s'opposer, mais qui en réalité compose avec le pouvoir. Il est envoyé par le pouvoir pour capter, distraire, divertir le peuple en attendant de ramener en quelque sorte ce peuple diverti sous le contrôle du pouvoir. L'opposant figurant, d'un point de vue financier, reçoit son aide matérielle du pouvoir. Merci à toi, Dr Jean-Yves Mougou, secrétaire aux affaires sociales et humanitaires de notre mouvement des Lions et Lions indomptables de la libération panafricaine du Cameroun. L'opposant figurant. Donc c'est quelqu'un qui n'est opposant que par la figure. Le mot figurant veut dire une personne qui joue un rôle secondaire dans un film dont elle n'est pas l'acteur principal. Vous savez ce que sont les figurants? Quand dans un film, par exemple, on veut montrer une scène qui se déroule sur une plage, il y a les personnages principaux du film que la caméra suit. Mais on place au bord de la plage des gens qui font semblant de se baigner, des gens qui font semblant de lire au soleil, des gens qui font semblant de prendre leur douche de rayons solaires, de s'étaler sur le sable. Ces personnes-là, qui ne participent pas à l'action principale, mais qui sont pourtant à l'intérieur du décor de l'action principale, on les appelle les figurants. Les figurants au cinéma. Dans le terrain politique, le figurant, c'est pareil. C'est quelqu'un qui ne joue pas. Merci à toi, Eric Eyebe. C'est quelqu'un qui ne joue pas un rôle principal dans l'action politique. Mais en fait, c'est quelqu'un qui est un délégué du pouvoir. Et il est chargé de donner l'impression de s'opposer au pouvoir pour que ceux qui doivent s'opposer au pouvoir le rejoignent, lui, le figurant opposant, et que lui, il amène ces personnes qui l'ont rejoint au pouvoir. Qu'il les ramène sous le contrôle du pouvoir. Donc, si on pouvait décrire les étapes de réalisation de ce phénomène de fausseté politique, d'incongruité morale et d'imposture qu'est l'opposant figurant ou le figurant opposant en Afrique, la première étape c'est il se fait corrompre par le pouvoir. Il est approché par le pouvoir
parce qu'il a peut-être quelques talents oratoires. Il est approché par le pouvoir parce qu'il est ressortissant d'une région dans laquelle le pouvoir aimerait renforcer son influence. Il est approché par le pouvoir qui lui propose des espèces sonnantes et trébuchantes et bien souvent en plus un poste, que ce soit dans les sociétés parapubliques ou à l'intérieur du gouvernement. Ce poste lui est proposé et il lui est proposé d'accepter ce poste en disant que c'est au nom de l'unité nationale, c'est au nom du service du pays qu'il accepte de rejoindre le pouvoir pour mettre ses compétences au service du pouvoir. C'est souvent l'excuse de l'opposant figurant. Ensuite, quand approche la période des élections, mais en fait surtout ce que nous allons appeler les pour-élections, on entre à la phase 2. Le pouvoir demande à l'opposant figurant de faire semblant de sortir du pouvoir pour se mettre en face du pouvoir. Le pouvoir demande à l'opposant figurant de démissionner. Ça, c'est la phase 2. 1. Tu manges avec nous. Tout le monde sait que tu manges avec nous. Tout le monde sait que tu es avec nous. Tu peux être avec nous même pendant 10 ans. Tu peux être avec nous pendant 4 ans, pendant 5 ans. Tout le monde le sait. Hein? Tout le monde sait que tu es du pouvoir. Et puis, quand on arrive à une période particulière qui s'appelle la période des pour-élections, on te dit, maintenant, oppose-toi encore à nous, comme avant. Fais comme si vraiment tu ne nous as jamais connus. Sors, va en face. C'est la phase 2. L'opposant figurant sort du pouvoir et devient un opposant apparent du pouvoir. Il redevient un opposant apparent du pouvoir. Il réadapte un langage offensif. Il réadopte un langage, mais un langage radical. Il adopte un langage d'autosuffisance. Il lui a même permis de faire quelques outrages à l'honneur et à la dignité de ses maîtres réels. Quel est le but de tout cela? C'est d'empêcher que la véritable opposition nationale s'exprime. Il s'agit d'aller voler le statut de véritable opposition nationale, de s'interposer entre le peuple et le pouvoir, en étant au service du pouvoir et en donnant l'impression d'être au service du peuple. C'est la phase 2. Maintenant, phase 3. Une fois que le pouvoir a organisé sa pour-élection et que le pouvoir s'est autoproclamé élu sur la base de la fraude électorale, etc., on passe à la phase 3. L'opposant figurant revient à l'intérieur du pouvoir, partager le pouvoir. Et il invoque pour cela, merci à toi Jean-Louis Kwao de Blaise, et il invoque pour cela l'union nationale. Il invoque pour cela que lui, il a des compétences et il les met au service de son pays. Il évoque pour cela le fait que vraiment c'est dans l'esprit de paix et de stabilité que lui, il est de retour. Et le tour est joué. Voilà les 3 phases de l'opposant figurant. Phase 1, il est corrompu. Il est intégré. On va appeler cette phase la phase entriste. Écrivez ça. Phase 1 de l'opposant figurant, l'entrisme. Il entre dans le pouvoir. Il s'installe dans le pouvoir là-bas, il dure dans le pouvoir, il mange dans le pouvoir, il grandit dans le pouvoir. Il est même le meilleur défenseur du pouvoir. Phase 1. Phase 2, quand on approche une pour-élection, on le fait sortir du pouvoir, en apparence. On lui demande de s'opposer au pouvoir pour empêcher que les véritables opposants s'expriment. C'est en réalité un imposteur qui est chargé de voler la lumière de la résistance et se placer entre la résistance et le pouvoir. Phase 2. Et puis quand il a fini de faire ça, et que la pour-élection a été organisée et que le pouvoir a volé une fois de plus la souveraineté du peuple, il rejoint le pouvoir. Il recommence comme à la phase 1, en disant que c'est au nom de sa compétence dont le pouvoir a besoin, dont le pays a besoin, que c'est au nom de l'unité nationale, que c'est au nom de la paix, de la stabilité, que vraiment lui, que c'est plus fort que lui, il doit servir le pays. Le voilà de retour. Et on attend jusqu'à la prochaine pour élection. Africains qui m'écoutez, est-ce que vous avez reconnu les 3 étapes de l'opposant figurant? Étape 1, l'entrisme. Étape 2, l'opposition apparente. Étape 3, la réintégration. Écrivez les 3 étapes. Et vous pouvez appliquer ça dans tous les pays africains. Vous pouvez vérifier ça dans tous les pays africains.
Dans tous les pays africains, l'opposant figurant est connu. 1, il est dedans. 2, il fait semblant d'être dehors. 3, il retourne dedans. Donc, il va, il vient et il revient. Va, vient et... D'abord, il commence par quoi? Il vient, ensuite il va, ensuite il revient. Voilà. Il vient, il va et il revient. C'est vient, va, revient. Hein? Vient, va, revient. Vient, va, revient. Voilà les 3 mouvements de ce personnage particulier que les Africains connaissent, l'opposant figurant. Maintenant, on est toujours dans la première partie de cette intervention. Maintenant, je vais vous parler de la deuxième notion clé de cette conférence. C'est la notion de pour-élection. C'est moi qui l'ai créée. Cette notion n'existait pas en philosophie, elle n'existait pas en sciences politiques, elle n'existait pas dans le discours politique africain avant que votre serviteur, le docteur des preuves, ne la fabrique. La pour-élection. C'est un mot composé du mot pourri et du mot élection. La pour-élection, c'est en fait une élection qui apparemment en est une, mais qui en réalité n'en est pas une. Elle se caractérise par le fait qu'elle est organisée par un pouvoir qui contrôle toutes les listes électorales et qui en fait ce qu'il veut. Donc il contrôle la map monde, la carte mère de l'élection. Le pouvoir contrôle ça, il fait ce qu'il veut de ça. Il met le nom de qui il veut. Il remplit la liste électorale de citoyens fictifs, de citoyens réels, de citoyens imaginaires. Il fait ce qu'il veut avec la liste électorale. Ça, c'est la première condition de la pour-élection. Deuxième condition de la pour-élection, le pouvoir contrôle de manière exclusive la commission électorale. La commission électorale est à sa botte. Le conseil électoral, par exemple au Cameroun, ça s'appelle l'ELECAM, fait ce que le pouvoir veut. Ça, c'est la condition 2 pour qui est pour élection. Condition numéro 3 pour qui est pour élection. Notez bien les conditions. 1. Liste électorale confisquée et tripatouillée par le pouvoir. 2. Commission électorale sous le contrôle total du pouvoir. 3. Il y a pour élection là où le pouvoir a la main complètement sur l'appareil judiciaire. C'est-à-dire que c'est le pouvoir qui arbitre le contentieux électoral. Il n'y a pas de justice indépendante. Donc quand vous allez aller porter vos plaintes dans les tribunaux, my stolen victory, on m'a volé mon élection, je suis aujourd'hui devant ce tribunal pour démontrer que j'ai les PV qui prouvent que j'ai gagné. Vous-même, vous savez quand vous allez là-bas qu'à la fin, on va dire que vous avez perdu. Vous-même, vous le savez. Au moment même où vous entrez au tribunal, dans un pays de pour-élection, vous connaissez déjà le verdict. Il n'y a qu'à voir le visage des magistrats qui vous regardent. Ils disent, fais vite. On a déjà reçu la décision. La décision vient du soi-disant président de la République. Nous nous contenterons de la lire. Parle vite. Raconte tout ce que tu connais en droit. Tu peux même, si tu veux, tu peux être le pape de tous les papes du droit qu'il y a sur la terre. Quand tu vas finir de parler là, on va dire que c'est le pouvoir là qui a gagné. Donc, troisième condition de la pour-élection, c'est quoi? C'est la confiscation de l'appareil judiciaire. Quatrième condition, très importante de la pour-élection, c'est l'instrumentalisation des forces de défense et de sécurité par le pouvoir contre le peuple. C'est-à-dire que la quatrième condition de la pour-élection, c'est que le peuple doit être braqué. On doit utiliser les forces armées, la gendarmerie, la police, les services secrets pour braquer le peuple. Le peuple doit être entretenu dans une peur permanente d'être brutalisé, d'être tué. La pour-élection ne prospère que là où la peur règne. La pour-élection ne prospère que là où tout le monde, en réalité, préfère mourir en prétendant vouloir voir grandir ses enfants. Parce que c'est un raisonnement qui est circulaire. Je veux voir grandir mes enfants. Mais j'accepte de vivre dans un pays où mes enfants peuvent mourir à tout moment de la faim. Ils peuvent mourir à tout moment de palu. Ils peuvent mourir à tout moment parce que je les ai amenés à l'hôpital pour une opération urgente, on les a abandonnés, ils sont morts. Ils peuvent mourir à tout instant parce que je n'ai pas les moyens de les envoyer à l'école. Ils sont livrés à la prostitution. Ils sont livrés à la violence. Ils sont livrés à la débrouille. Je préfère, moi, ne pas me mobiliser pour sortir mes enfants de ça parce que je veux les voir grandir. Pourtant, en réalité, je les vois mourir. L'espérance de vie s'effondre dans le pays. Les gens sont en train de mourir. Quand tu rentres dans des quartiers comme celui de mon enfance, de mon adolescence, le pays Bassa
depuis la cité sikh, jusqu'à Masumbu là-bas, PK21. Tu demandes les nouvelles de tes frères et sœurs qui sont nés dans les années 60-70. Moi, je suis de 72. La plupart des gars de ma génération, c'est-à-dire des hommes et des femmes de ma génération, la plupart de ceux qui sont nés dans les années 70, qui sont nés en 72, comme moi, et qui ont normalement cette année environ 53 ans, ils sont déjà morts. La plupart des gens de ma génération. Moi, à 53 ans, on ne fait pas partie encore des vieux. Mais imagine que tu vas au Cameroun, tu commences à demander. Tu te mets en Dokoti, tu passes dans toutes les familles où tu avais tes amis, tes camarades de classe, tes camarades de foot, tes camarades de musique, tes camarades de collège, tes camarades de lycée, tes camarades de fac. Tu commences à demander de Ndokoti jusqu'à Bedi là-bas, de Ndokoti jusqu'à Masumbu. Tu vas même de Ndokoti jusqu'à la cité sikh, à la limite, dans cette zone-là. Tu vas de Ndokoti jusqu'à Bepanda, tu cherches seulement à savoir, tu demandes les nouvelles des gars et des filles de ta génération. Ceux qui ont fait l'école primaire avec toi, ceux qui ont fait le collège avec toi, ceux qui ont fait le lycée avec toi, ceux qui ont fait la fac avec toi. Tu demandes, va demander au Cameroun. Ils sont morts. Mais pourtant, le pays tout entier est braqué à l'idée que chacun veut voir grandir ses enfants. Comment un pays qui a un mouroir, qui écrase toute une génération, un pays où l'espérance de vie s'est effondrée, comme le Cameroun, peut être un pays où les gens craignent encore de se mobiliser pour se libérer. C'est parce que le pays, justement, est braqué. Quatrième condition de la pour-élection, que les générations sont en train de disparaître. Il est mort de quoi? Quand vous demandez à PK8, un tel, il est mort de quoi? Le palu. Le palu, on dit oui, il est mort de palu, non? Il n'avait pas d'argent. Il est mort ici à la maison. On l'a enterré derrière là-bas. Il n'avait pas d'argent pour aller au dispensaire. Il n'avait pas d'argent pour acheter un traitement. C'est le palu qui l'a tué. C'est monté dans son cerveau. On l'a vu mourir. Il n'avait pas l'argent. J'espère que vous savez que les gens meurent au Cameroun majoritairement parce qu'ils n'ont pas les moyens de se soigner. Ce n'est pas parce qu'au Cameroun, il n'y a pas de médecin. Ce n'est pas parce qu'au Cameroun, il n'y a pas la connaissance nécessaire pour soigner les gens. C'est qu'il n'y a pas les moyens pour les soigner. Les gens meurent parce qu'ils n'ont pas les moyens. Et les mêmes gens sont assis, attrapant une bière en attendant leur futur palu, et ils disent que je veux voir grandir mes enfants. Quels enfants grandissent dans un pays qui a un mouroir? Qui grandit? Qui grandit là? Allez voir les routes du Sahara. Comme le pays est braqué, les rares enfants qui ont un peu d'énergie et qui sont vraiment à la limite suicidaires prennent la route du Sahara. Ils se mettent à remonter, ils passent par Maroua, ils entrent au Niger, ils entrent en Libye, ils entrent en Algérie. Beaucoup sont capturés, beaucoup, leurs tombes sont sur la route. Le désert libyen, le désert saharien, le désert nigérien, le désert algérien, le désert marocain sont remplis de tombes d'enfants du Cameroun. En chemin même, pour qu'on ne les renvoie pas au Cameroun. Parce qu'ils savent qu'au Cameroun, c'est la mort qui les attend, puisqu'ils ont failli mourir de faim. Ils ont failli mourir de palu. Ils ne peuvent pas payer la scolarité. Leur scolarité, la famille ne peut plus payer. Les enfants, là, ils changent de nationalité en chemin. Quand on leur demande, en Libye, en Algérie, de quel pays ils sont, ils cherchent à donner une autre nationalité que le Cameroun. Pourquoi on ne les renvoie pas là-bas? Oui. Donc, c'est un pays braqué. Seul un pays braqué peut faire vivre une pour-élection. Enfin, il y a une cinquième condition pour qu'il y ait des pour-élections. Il faut qu'il y ait des puissances internationales qui en réalité profitent du pays grâce à ce régime corrompu et qui vont entériner, qui vont reconnaître sur le plan diplomatique la succession des pour-élections organisées par le dictateur local. Voilà les 5 conditions de la pour-élection. Vous avez noté les 5 conditions? La pour-élection est une fausse élection organisée par les dictateurs africains et qui consiste pour eux à tripatouiller les listes électorales. Première condition. Deuxième condition, à confisquer la commission électorale. Troisième condition, à instrumentaliser la justice pour confisquer les décisions du contentieux électoral. Quatrième condition, à braquer leur peuple en utilisant les forces de défense et de sécurité pour faire régner la peur et ainsi faire régner l'acceptation de la mort par la majorité de la population qui croit échapper à la mort en se soumettant à la mort.
Parce qu'en fait, quand tu vis dans une dictature, là, tu vis dans un pays qui est organisé pour que tu meurs vite. Et quand toi tu crois qu'en n'affrontant pas la dictature, tu vas vivre longtemps, voilà comment le quartier se vide. La jeunesse meurt. La jeunesse qui reste là, à 30 ans, les gens n'ont plus de dents. À 30 ans, il y a les gars qui rient, tu vois que les dents ont sauté. Mais les dents ont sauté pourquoi? C'est le rachitisme, c'est la malnutrition. D'abord, le gars est mal nourri. Quand à 30 ans, à 35 ans, tu vois quelqu'un qui est édenté, c'est que dans sa vie, il n'a jamais eu de soins dentaires. Mais les soins dentaires, c'est un luxe. Combien de gens, dans ces conditions, peuvent se payer une intervention de chirurgie dentaire? C'est un luxe. Il y a des maladies pour lesquelles les gens ne vont jamais à l'hôpital. Parce que de toute façon, quand tu regardes la direction de l'hôpital, tu regardes les courants d'air que tu as dans tes poches, tu ne regardes même pas là-bas. Bon, donc le pays est un mouroir, quatrième condition. Et cinquième condition, il y a des puissances internationales qui sont à l'affût pour soutenir le dictateur. Parce que ce dictateur-là ne gouverne pas pour son peuple, mais il gouverne pour les intérêts étrangers. Il gouverne pour Bolloré, pour Bouygues, pour Total. Il gouverne pour Exxon. Il gouverne pour les multinationales étrangères. Une fois que celles-ci se sont bien servies dans le pays, en retour, les présidents des pays d'où viennent ces multinationales étrangères lui assurent une couverture diplomatique. On lui envoie des lettres de félicitations pour toutes ces fraudes électorales. Et ces fraudes passent pour des élections. Voilà la pour-élection. Et je n'ai pas oublié. Dans la première partie, je voulais que tout le monde comprenne que nous soyons d'accord sur les définitions. Vous savez ce que c'est. Très clairement. Qu'un opposant figurant. Et maintenant, vous savez ce que c'est qu'une pour-élection. Vous voyez donc qu'il y a un lien intime entre la pour-élection et l'opposant figurant. Parce que pour que la pour-élection fonctionne, il faut que le pouvoir essaye de tromper le peuple en donnant au peuple l'impression de pouvoir s'opposer à lui à travers des faux opposants qui sont contrôlés par le pouvoir. Il y a donc une relation dialectique entre la pour-élection et l'opposition figurante. Pour pouvoir bien organiser des pour-élections, le pouvoir a besoin d'opposition figurante. Alors, on va passer à la deuxième partie de cet exposé et je vais vous décrire le fonctionnement de cette corrélation en prenant comme chantier d'application, comme exercice d'application, l'histoire politique camerounaise. Nous allons regarder l'histoire politique camerounaise et vous allez voir ce que c'est que la corrélation entre pour-élection et quoi? Et opposant figurant. C'est très intéressant. La corrélation appliquée au Cameroun. Stanley Murphy, remets-moi un peu de son là, pendant que je vais boire un peu d'eau. Un peu de son, le bon son du pays entier là, par lequel nous avons commencé cette émission, avant de passer à la deuxième et dernière partie. Allons-y Stanley, mets le feu. Mets le feu. Du mariage, monsieur le maire, c'est pas possible. 30 secondes de mariage à l'heure actuelle. Incroyable, mes frères. Bruno Kofi, béni sois-tu. Noémie Thérèse Mikouma, béni sois-tu. Anapo Chino et les Chino. Fidélité disparue. Yeah, 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 oh, mon cher. Anapo Chino et les Chino. C'est le grand Stanley Murphy.
Anapo Chino, et les Chino. Ah non, Sébastien. Mao, Ali Sao Mao. Gilles Kessin. Mike Bennett, l'homme de Karoukera, en Guadeloupe. Anapo Kao et Mao. Anapo Chino et les Chino. Yeah, yeah, yeah. Ah, ça c'est un très bon son. Hein. Ça a le goût de la vérité. Cette chanson-là, elle explique les faux mariages, les mariages de 3 jours. C'est ça les pour-élections. Anapo Chino, elle est Chino. Yeah, yeah, yeah. Lily Park, debout le Cameroun. Debout l'Afrique. 3 jours de mariage, oh. 3e jour, c'est le divorce. Et les faux opposants. Anapo Chino et les Chino. Le colonel Yann. Noli Music Man. Anapo Chino et les Chino. Yeah, yeah, yeah. Oh. Écoutez, maintenant on passe à la deuxième et dernière partie de cette conférence. Nous allons appliquer la théorie de la première partie à la pratique dans la deuxième partie. À partir de 1946, les colons français organisent de soi-disant élections au Cameroun. Mais ils veillent systématiquement à les truquer de telle façon que soient gagnants ceux qui ne veulent pas l'indépendance réelle et totale du Cameroun. Le colon français est le premier grand bourreur d'urnes de l'histoire du Cameroun. Le premier grand fraudeur aux élections au Cameroun, c'est le colon français. De 1946 à 1959, ils vont organiser des élections. Et alors que le mouvement politique majoritaire dans la population, c'est l'Union des populations du Cameroun, de Ruben Oumniobe, de Félix Roland Moumié, de Sende Afana, d'Abel Kinge, de Ernest Wandier. Alors que c'est ce mouvement-là qui est majoritaire dans le pays, et d'ailleurs qui va porter la revendication d'indépendance du pays lors d'une audience historique en 1952 à l'ONU, par la voix du Mpodol Ruben Oumniobe, le colon français organise des fraudes électorales et impose à la tête de l'administration territoriale néocolonisée du Cameroun, successivement, M. Okala. Quand Okala fait quelques objections aux colons français, on le dégage. On place M. Mbida, André-Marie. Quand André-Marie Mbida, lui aussi, commence à faire quelques réflexions aux Français à propos de leur manière de tenir le Cameroun à travers les esclaves de maison, hein, les nègres de maison, comme on les appelle, eh bien dans la terminologie, on dégage André-Marie Mbida, la France dégage André-Marie Mbida par fraude électorale et place Ahidjo. Ahidjo, lui, il est obéissant, soumis. Et ce sont les colons français du Cameroun, notamment la personne de Louis-Paul Ojoula, qui, dès 1961, envoie Paul Biya, qui a fini ses études, eh bien, à l'école coloniale à Paris, l'envoie travailler aux côtés d'Ahidjo. Et le positionne comme dauphin d'Ahidjo. De 1955 à 1971, l'armée coloniale française, accompagnée de ses supplétifs africains, massacre plus d'1 million de personnes au Cameroun. Pendant toute cette période-là, les élections sont une mascarade. À partir de 1966, de toute façon, Ahidjo a instauré le parti unique. Les élections sont en réalité un rituel symbolique permettant au pouvoir de se reproduire. Ahidjo battra plusieurs fois le record de plus de 100%. De toutes les façons, il n'a pas d'opposant, il n'a pas d'adversaire, ni à l'intérieur du parti, ni à l'extérieur du parti, aux élections. Quand Ahidjo transmet le pouvoir en 1982 à Biya Paul, c'est à l'intérieur du parti unique, où il n'y a pas eu
concurrence électorale entre Ahidjo et Biya. Ahidjo rappellera plus tard que Biya ne l'a pas battu aux élections dans l'UNC. En réalité, Ahidjo a été dégagé par les Français. François Mitterrand, qui est élu en 1981 président de la République française, avait une rancune tenace envers Ahidjo, parce que quand il était avocat et qu'il avait tenté de venir défendre Ernest Ouandjé en 1971, Amadou Ahidjo, à l'époque sous le contrôle de la République gaulliste de Pompidou, Ahidjo avait refoulé l'avocat François Mitterrand comme un malpropre. Dès que Mitterrand prend le pouvoir à Paris, l'un des premiers chefs d'État qu'il somme de dégager s'appelle Amadou Ahidjo. Comme Ahidjo est un menteur né, un fraudeur né, un voleur de constitution, un voleur électoral né, un ennemi de la souveraineté camerounaise, il va inventer le mythe que lui, il a démissionné parce qu'il se sent malade. Qu'il a une maladie grave, etc. Bon, donc il ne veut pas mourir au pouvoir. Il ne veut pas tomber, il ne veut pas s'évanouir pendant un discours. Ce n'est pas vrai. Ahidjo n'a jamais été malade. La preuve. Il a tenté de revenir au pouvoir. À partir même de 1983, il regrette d'avoir démissionné. Il regrette n'avoir pas écouté ses partisans les plus radicaux qui voulaient qu'il résiste contre François Mitterrand, qu'il résiste contre la France et qu'il reste à la tête du Cameroun par tous les moyens possibles. D'autant plus qu'il contrôlait une bonne partie de l'armée au moment de quitter le pouvoir en 82. Bon. Ahidjo cède le pouvoir à Biya en 82. Biya n'a jamais connu une compétition électorale. Entre 1982 et jusqu'à 1992. La première fois que Biya va oser tolérer que quelqu'un soit candidat à la présidence de la République en dehors de lui tout seul, comme Ahidjo était candidat lui tout seul. C'est en 1992. Et tout le monde reconnaît aujourd'hui, rétrospectivement, que dans les urnes, Biya fut battu par Ni John Frundi. Biya est battu par Ni John Frundi. C'est la seule fois que moi j'ai voté au Cameroun. Ma génération camerounaise d'électeurs a voté pour Ni John Frundi. Un citoyen camerounais, Bamileke, anglophone. Je dis bien Bamileke anglophone. Parce que c'est important de préciser cela. Quand certains donnent l'impression qu'un Camerounais de toute ethnie possible ne peut pas être élu président de la République du Cameroun, il faut rappeler que nous votâmes en 1992 pour Ni John Frundi. Ni John Frundi, c'est un Bamileke anglophone. Et c'est lui qui a gagné en 92. Avec une alliance qui s'appelait l'Union pour le changement, UPC. Rassemblant largement les forces de l'opposition. Ça, c'est l'histoire du Cameroun. Biya refuse de reconnaître sa défaite. Il s'appuie sur l'armée. Il instrumentalise la justice. Il confisque les résultats électoraux. Il est appuyé par la France pour nier l'expression souveraine du peuple camerounais. Et le deuxième geste que Biya est obligé de faire dans ces conditions, c'est de semer la division autour de la coalition de l'opposition qui s'était regroupée derrière Frundi. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va donc corrompre des opposants politiques qui étaient membres de la coalition de l'opposition, qui au départ a battu Biya. Ce que Biya va faire, c'est qu'il va prendre des milliards, il va les poser sur la table. Il va emprisonner certains, il va tuer d'autres, il va corrompre d'autres. Biya va donc créer ce qu'on appelle l'opposant figurant. L'espèce qui est au cœur de notre conférence aujourd'hui est créée dans les années 90 par Paul Biya. Ce sont les créatures de Paul Biya, les opposants figurants du Cameroun. Je vous donne donc quelques noms, afin que nul n'en ignore, de ces opposants figurants créés par Biya pour casser, en fait, l'union de l'opposition qu'il avait battue aux élections. Biya a non seulement été battu aux élections présidentielles, mais il a été battu aux législatives. Il a été battu aux législatives de 92. L'opposition était en tête. Donc, qu'est-ce que Biya va faire? Il va fabriquer les monstres qui, jusqu'aujourd'hui, s'incarnent à travers les derniers individus fanfrelucheux, les derniers individus épouvantails, qui essayent de flatter l'opinion camerounaise en disant qu'ils ont quitté le gouvernement, soi-disant pour devenir opposants. C'est à cette époque-là que vont apparaître donc les opposants figurants.
Je vais les citer hein, de mémoire. L'UDC d'Adamou Ndamjoya. Adamou Ndamjoya, c'est un ancien ministre d'Aïdjo. C'est un ancien membre du gouvernement d'Aïdjo aux côtés de Biya. Quand on arrive dans les années 90 et qu'est restauré le principe du multipartisme, c'est-à-dire du multi-ethnicisme, tel que Mitterrand l'avait conçu, un parti, une ethnie, parce que l'Afrique devait être divisée, afin qu'on impose facilement les plans d'ajustement structurel du FMI et de la Banque mondiale. L'Afrique devait être divisée afin que la France lui vole encore davantage son argent à travers la dévaluation de 1994. Les géostratèges français ont tout fait pour introduire sous le voile de la démocratie une stratégie de division de l'Afrique entre guillemets francophone à travers le multipartisme. On a tout fait pour que l'Afrique francophone reçoive le multipartisme comme le multi-ethnicisme. On a tout fait pour créer une identité entre le parti et l'ethnie, entre un parti et une région. Ça a été conçu par le colon, le néocolon français, Mitterrand, François. Son discours de la Baule est l'une des plus grandes arnaques que l'Afrique ait jamais connues. L'arnaque démocratique, qui n'est rien d'autre en fait qu'une arnaque démocratique. L'UDC de Ndamjoya est récupéré par Biya comme ça. L'UNDP de Bello Bouba Maïgari est récupéré par Biya comme ça. L'UPC d'Augustin Frédéric Kodok, jusqu'à ce jour, est récupéré par Biya comme ça. Je vous cite toujours des gens qui étaient les anciens ministres du régime néocolonial. Parce que quand on vous parle de l'UNDP, Bello Bouba Maïgari, c'est un ancien ministre d'Aïdjo. C'est un ancien ministre de Biya. Hein. Ancien ministre d'Aïdjo, ancien ministre de Biya. Hein. Il était même premier ministre de Biya à un moment donné, si je ne m'abuse. Comme les Sadou Hayatou. Hein? Augustin Frédéric Kodok, c'est un ancien homme du système Aïdjo. Hein? C'est un ancien directeur de société parapublique, directeur de la Camer sous Biya. Hein? Il fait semblant de devenir opposant. Il prend la tête de l'UPC. Il crée un schisme dans l'UPC. Et plus tard, paf, il retourne au pouvoir, comme ministre de Biya. On continue la liste. Il y a un parti qui est tenu par Antar Gassagaï, et dans lequel on retrouve même à un moment donné un cadre historique de l'UPC qui s'appelle Wungli Masaga, le PSP, Antar Gassagaï. Voilà un fils du nord, de l'extrême nord du Cameroun, qui fait semblant à un moment donné d'être de la coalition de l'opposition pour mettre fin au régime de Biya. Paf, il se retrouve avec Biya. On continue. Il y a un parti qui s'appelait, c'est le parti de Dakole Daïsala. Je ne sais pas si ça s'appelait par hasard le MDC, quelque chose comme ça. Dakole Daïsala, qui n'est plus vivant aujourd'hui. Lui, il s'était ensuite placé dans l'opposition. Et puis, paf, Biya a réussi à le prendre. C'est pas fini, hein. Paul Biya continue à fabriquer ces individus. Célestin Bédjigui s'élève dans la Lekié. Lui aussi, il crée un parti de l'Alliance libérale. On croit qu'il est opposant. Paf, il rejoint Biya. Il ressortira une deuxième fois Bédjigui pour nous rouler dans la farine ici en diaspora. Il va venir s'installer à New York. Il va publier des poèmes révolutionnaires. Et puis, paf, on retrouve Bédjigui aux côtés de Biya. Installé au Mont Fébé, avec limousine de luxe. Actuellement, il est encore en train de faire comme s'il est opposant. Hein. Actuellement, il est encore en train de faire comme si lui aussi, il veut battre Biya aux élections. Alors que c'est une fabrication de Biya. Ancien directeur de société parapublique de Biya. Hein. On le sort, on dit, va jouer aux opposants. Va en diaspora là-bas. Radicalise-toi. Avec Célestin Bédjigui, nous avons élaboré une charte de la Free Cameroon Foundation. J'ai la charte ici. Elle fut co-signée par moi, Célestin Bédjigui et Djokam Tchameni. Ils sont vivants. La charte est là. Le document est là. Bédjigui était sorti ici en diaspora pour être opposant. Hyper opposant. Pendant 5 ans même, c'est-à-dire qu'à un moment donné, nous avions baissé la garde. Paf, on le voit. De retour au Mont Fébé, aux côtés et dans le régime de Biya. On dit, ouais, Bédjigui qui était avec nous ici, Bédjigui qui était assis avec Ndiawe Pius,
Bédjigui qui était assis avec Guérandi Mbara, le capitaine. Bédjigui qui était assis avec Djekam Tchameni pour créer l'Afrique Cameroun Foundation avec Nyamsi Wa Cameroun. Nous avons fait des choses. Hein. La charte est ici. Les idées que nous défendons dans les Lions et Lions indomptables de la libération panafricaine du Cameroun sont des idées que nous avons depuis plus de 25 ans. Hein. Nous sommes fidèles à ces idées. La souveraineté du peuple camerounais. Mais on nous a envoyé des imposteurs ici qui ont fait semblant d'épouser nos idées uniquement pour en réalité justifier leur prébande auprès du pouvoir. Retournez là-bas. Vous avez vu? Alors, dans la même filiation, il y a cet individu qui s'appelle Issa Chiroma Bakari. Issa Chiroma Bakari, c'est qui? C'est quelqu'un qui surgit de l'UNC, qui surgit du RDPC, pour créer une formation politique. On le retrouve même d'abord dans l'UNDP de Belebou Maïgari. Ils disent qu'ils sont opposants. Paf! Une fois qu'ils ont fini de se faire noyer dans l'huile de sardine, ils retournent avec Paul Biya. L'un des plus grands porte-parole du gouvernement de Paul Biya. L'un des plus grands flatologues de la biatologie. L'un des plus grands accroupis reptiliens qui ait jamais existé sur cette terre. C'est ce type de Issa Chiroma Bakari. C'est lui qui vient de se lever et dit que lui, il démissionne du gouvernement, il rentre à Garoua, lui, il est opposant, il est candidat à la présidence. Et il y a des gens qui croient ça. Il y a encore des gens au Cameroun qui croient ça. Vous voyez comment quelqu'un danse. Et vous faites semblant de découvrir sa danse. Ouais, Cameroun. D'autres s'élèvent. Ah non, maintenant c'est le vrai sursaut, il a décidé quoi? Il a décidé quoi? Qu'est-ce qu'il Bello Maïgari ou bien Issa Chiroma Bakari, comment ils peuvent changer? Après tout ce qu'ils nous ont montré. Donc voilà une petite liste de ces individus. Bon, prenons Momo Jean de Dieu. Momo Jean de Dieu, lui aussi, crée son parti, le PADEC. Le PADEC. Qu'est-ce que Momo n'a pas dit avec le PADEC? Il s'est fait remarquer, on l'a appelé, il est entré. Lui, il a le mérite d'être clair, Momo Jean de Dieu. Il dit que si ce n'est pas Paul Biya qui le chasse, lui ne quittera jamais le gouvernement. Que lui n'aime même plus, il ne veut même plus aller faire semblant d'être opposant. Voilà les Momo Jean de Dieu. Lui aussi, il était candidat contre Paul Biya. Vous voyez où il est. Donc, cette opposition-là, de figurants, les Camerounais la connaissent très bien. Ce sont des gens qui, à l'approche des pour-élections de Paul Biya, viennent faire semblant d'avoir renoué avec le peuple. Mais c'était un mariage de 3 jours. D'où la chanson de Stanley Murphy que j'ai choisie pour illustrer cette conférence. Stanley Murphy, dans la langue atié, se moque des mariages de 3 jours. Il dit, il ne faut pas croire en ça. Il ne faut pas croire en ceux qui ne sont pas endurants, à ceux qui ne sont pas persévérants, ceux qui entrent et puis qui sortent. Ils étaient dedans. Là-bas, quand ils étaient dedans, ils ont oublié que c'était mauvais. Maintenant, ils sortent, ils disent que c'est mauvais. Après, ils vont encore entrer pour dire que c'est bon. C'est ce qu'ils chantent, Stanley Murphy. L'histoire, en réalité, des pseudo-opposants. Donc, au Cameroun, vous pouvez reconstituer tranquillement comme cela de nombreux individus qui sont connus par ce va-et-vient infect. Et ils sont tous caractérisés par le fait qu'ils n'appellent pas le peuple camerounais à la résistance. Ils sont tous caractérisés par le fait qu'ils ne veulent pas participer à la vraie solution pour la libération du Cameroun, c'est-à-dire la mobilisation populaire pour la fin du régime Biya. Ils sont tous caractérisés par le fait que ils vous racontent qu'eux, ils sont des républicains, qu'eux, ils sont des légalistes, qu'eux, ils veulent le pouvoir par les urnes et par la paix. Ils savent très bien que ce n'est pas possible. Hein. Eux tous, ils savent que ce n'est pas possible. Que la paix de Paul Biya n'est rien d'autre que la terreur sur le peuple camerounais. Que les urnes de Paul Biya ne sont rien d'autre que la fraude électorale. Parce que ce sont les urnes qu'il a héritées des Français. Les colons français lui ont appris à tricher depuis l'école coloniale ici à Paris. C'était ça leur formation. Comment frauder aux élections. Ça faisait partie de la formation des administrateurs de colonies. L'école coloniale là, les a formés à la fraude. L'école coloniale
a formé les élites néocoloniales à la manipulation de l'ethnie. Quand je vois des gens qui sont fiers de recevoir un prix d'une école coloniale française, ça fait pitié. Il y a un prix là qu'on appelle le prix de l'Académie des sciences d'outre-mer. Si tu as ce prix-là, il faut le déchirer et jeter. C'est quoi les sciences d'outre-mer? Ce sont les sciences coloniales. Ce sont les techniques coloniales. C'est avec cela qu'on a formé les administrateurs des colonies. C'est avec cela qu'on a formé les Abdou Diouf. C'est avec cela qu'on a formé les Biya Paul. Toute une génération d'Africains ont été formés à cette soi-disant école des hautes études coloniales. L'école des hautes études d'outre-mer. Ensuite, on te donne un prix de cette académie, Académie des hautes études d'outre-mer. Toi aussi, tu crois. C'est un prix infamant. Parce que toute la formation dans cette école était une formation à la soumission au colonialisme et au néocolonialisme français et à la manipulation des populations africaines de telle façon que celles-ci continuent d'être capturées par des dirigeants manipulés de l'étranger. Oui! Nous sommes à l'époque où les vérités doivent être connues. Kevin Demchou, les vérités doivent être connues. L'ILIPAC a été créé pour cela. L'ILIPAC a été créé pour cela. Pour dire aux Camerounais la vérité, même si au départ ça ne leur plaît pas. Même si certains se sentent touchés personnellement par le choc de la réalité. Nous ne pouvons pas libérer le Cameroun en laissant triompher le mensonge. Ce n'est pas possible. Donc, dans l'affaire, l'histoire des faux opposants, elle est née avec les fausses élections. Cette histoire a été radicalisée avec le trucage du pseudo-multipartisme à partir des années 90. Dès lors qu'on a perverti le multipartisme en multi-ethnicisme, le pouvoir Biya a généré des faux opposants pour paralyser la libération nationale. Vous comprenez pourquoi? Et je viens là à la conclusion de mon propos. L'ILIPAC demande aux Camerounaises et aux Camerounais de se regarder comme un peuple africain. Nous sommes tous des Africains. Moi qui suis un Bandem de Yabassi, un Bassa, de Lokat, je dois regarder mon frère qui est un Mundan, qui est un Tupuri, du nord ou de l'extrême nord. Je dois le regarder comme un Africain comme moi. C'est mon frère. Je dois regarder, moi Nyamsi de Yabassi, le Nyamsi de Bazoula, comme un Africain comme moi. Le Nyamsi de Bangante, comme un Africain comme moi. C'est comme ça que je dois regarder Tchapchet. C'est comme ça que je dois regarder Ndongo, à Yaoundé ou à Ebolova, un Africain comme moi. Nous devons au Cameroun arrêter de nous regarder en chien de faïence. Nous avons un seul ennemi. C'est l'oligarchie corrompue qui tient notre pays en otage depuis 1946 avec le soutien du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental. Nous devons nous en débarrasser. Mon frère qui est à Manfé, qui est à Tiko, ma soeur qui est à Ngaoundéré, à Tibati ou à Bagno, ce sont des Africaines et des Africains comme moi. Nous sommes le même peuple subsaharien, unis par une tradition culturelle, unis par des événements historiques communs, unis par le destin. Nous voulons libérer l'Afrique camerounaise, comme nous voulons libérer l'Afrique ivoirienne, l'Afrique nigériane, l'Afrique tchadienne, l'Afrique centrafricaine, l'Afrique gabonaise, l'Afrique congolaise, l'Afrique togolaise, l'Afrique béninoise. Nous voulons libérer les peuples africains partout en Afrique. Voilà le projet qui peut soulever le Cameroun. Or, les Camerounais, pour beaucoup, sont assis à l'intérieur des catégories ethniques qui ont été élaborées par les colons. Parce que les colons étaient minoritaires. Il leur fallait par conséquent diviser les colonisés pour régner sur eux. Les héritiers des colons sont en fait minoritaires. Ils ont besoin de poursuivre la technique coloniale pour tenir le pays. Ils ont besoin que nous soyons incapables de penser l'intérêt général du pays comme un peuple africain qui doit être libéré. Et que tous nous soumettions l'intérêt général du pays au projet de soutenir un leader ethnique, le leader de notre ethnie.
À partir du moment où le Camerounais, la Camerounaise, sont bloqués dans l'idée qu'ils ne peuvent avoir de leader que de leur ethnie, on ne peut pas libérer le Cameroun. On ne peut pas libérer le Cameroun. La manœuvre de Bello Bouba Maïgari, la manœuvre de Issa Chiroma, c'est qu'ils sont envoyés par Biya pour capturer les populations du Nord et les enfermer dans la catégorie de nordistes. Une fois que les populations du Nord ne vont pas se regarder comme les peuples africains du Cameroun, au même titre que les Douala, les Bassa, les Bamileke, les Beti, les Boulou, qui sont dans l'Est, dans l'Ouest, au même titre que les Banyangé, au même titre que les Tikar, les Bamoun, tant qu'on ne va pas tous se regarder comme des peuples africains, comme des parties du grand peuple africain, les manœuvres comme celle de Bello Bouba, des manœuvres comme celle de Chiroma, des manœuvres comme celle de Ndamjoa et son parti, il n'est plus vivant, mais son parti continue le même travail dans le pays Bamoun, des manœuvres comme celle des descendants de la filière de Kodok en pays Bassa, toutes ces manœuvres-là vont continuer à prospérer et à faire donc que le pays ne forme pas une masse critique suffisante pour renverser la structure néocoloniale. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Quand on crée dans la tête des Camerounais l'idée qu'ils sont d'abord de leur groupe ethnique, avant d'être des Africains, on crée les conditions pour qu'il n'y ait pas de peuple camerounais. Si vous posez honnêtement à beaucoup de Camerounais encore aujourd'hui la question, comment tu t'identifies? Qui es-tu? La personne va commencer par citer son identité ethnique. Un pays dans lequel les individus commencent par s'identifier par l'ethnie, c'est un pays qui n'existe pas. Parce que si l'identité ethnique est supérieure à l'identité nationale, il n'y a pas de nation. Il y a des ethnies, mais il n'y a pas de nation. Alors que si l'identité nationale était supérieure à l'identité ethnique, il y a d'abord nation. Et il y a ensuite, à l'intérieur de la nation, des variables ethniques. Mais comment faire la nation alors qu'elle a été tracée par le colon? La nation n'a pas été tracée par nous. Pour faire la nation, nous devons chercher une notion qui nous permette de sortir des enclos ethniques. Et cette notion, c'est la panafricanité. C'est l'identité africaine. Pour que tu t'en sortes d'un piège, il te faut avoir une perspective sur ta situation qui est supérieure à celle de ce piège. Le piège dans lequel on veut nous enfermer, c'est le clan, c'est la tribu, c'est l'ethnie. Le piège dans lequel on veut enfermer l'Afrique, c'est qu'elle se barricade dans les frontières héritées de la colonisation, c'est-à-dire les frontières nationales. Le nationalisme, le micro-nationalisme. Mais le piège dans lequel on veut enfermer tous les Africains, c'est de les empêcher de se regarder comme des Africains, c'est-à-dire les membres de la même famille civilisationnelle. Or, en fait, pour libérer tout pays africain, il faut amener les citoyens à se percevoir comme appartenant à la même communauté civilisationnelle, à se percevoir tous comme des Africains. Je dis souvent, il faut que les Camerounaises et les Camerounais se regardent comme ils regardent avec fierté le peuple malien, le peuple burkinabé ou le peuple nigérien en train de reprendre en main leur souveraineté économique, leur souveraineté de défense et de sécurité. Nous, on doit pouvoir se regarder comme cela. Je ne dois pas avoir peur que mon frère, venu de Bangante, construise sa maison à côté de moi. Il ne m'envahit pas, c'est un Africain. Quand je m'en vais construire à Bangante, on ne doit pas craindre. On ne doit pas m'appeler un quoi. On doit dire, un frère africain est venu construire chez nous. Il est chez lui, parce qu'il est africain. On ne peut pas multiplier les chez-soi quand on a une grande conscience de la communauté historique. Notre chez nous, c'est l'Afrique. Nous devons construire des républiques panafricaines. Et c'est ainsi que nous allons participer à la construction de la puissance africaine, qui est la vraie condition de la sécurité des générations actuelles et futures. Voilà la vision. Voilà la vision. Et c'est ça, l'Ilipak. Vous comprenez? C'est à ce niveau que nous nous situons. C'est avec cette vision qu'en 1992, nous avons soutenu Ni John Frundi.
C'est avec cette vision qu'en 2018, nous avons soutenu Maurice Kamto. Oui. C'est avec cette vision qu'en 2025, nous disons que la voie électorale ne marche pas. De 1946 à 2018, nous l'avons testée. Elle n'a pas marché. La voie qui marche, c'est la voie de la révolution populaire en vue d'une transition vers la République panafricaine fédérale du Cameroun. C'est ce que j'ai dit. Et c'est sur cette base que nous avons créé le mouvement des Lions et Lions indomptables de la libération panafricaine du Cameroun, sur la base d'une analyse historique et critique de la condition du peuple camerounais, pas sur la base des humeurs de quelqu'un. À partir du moment où vous n'appelez pas les Camerounais à la conscience panafricaine, à partir du moment où vous ne tirez pas la conséquence que nous tirons, que la voie révolutionnaire est la seule pour libérer notre pays, nous ne pouvons pas vous soutenir. C'est aussi simple que cela. C'est un désaccord au niveau de l'analyse de la situation politique. Il n'y a pas de chemin vers le changement au Cameroun par une simple réforme. La voie des réformes est bloquée, parce que la voie électorale est bloquée. Il faut un nouveau rapport de force entre le peuple camerounais et l'oligarchie néocoloniale. Elle doit tomber, et le peuple camerounais doit ouvrir la voie à une réorganisation de ses institutions, en fonction du projet d'un Cameroun panafricain, dans un fédéralisme panafricain. Un Cameroun qui soit la locomotive de la création de l'Union des peuples d'Afrique centrale, UPAC. L'Union des peuples d'Afrique centrale qui, elle, va entrer en alliance directe avec l'Alliance des États du Sahel. Et là, nous aurons deux poumons puissants pour libérer l'Afrique. Oui, Camerounaises, Camerounais, si les Lions et Lions indomptables de la libération panafricaine du Cameroun parviennent au pouvoir, ce sera pour favoriser la naissance en Afrique centrale de l'union des peuples africains sur le modèle de l'Alliance des États du Sahel. Ce sera une union sécuritaire de défense commune. Ce sera une union monétaire, une union économique. Ce sera une union diplomatique. Et cette union va immédiatement entrer en synergie avec l'AES. Je dis souvent ces choses-là. Comme je l'ai dit en 2025, les gens qui ont la vue courte n'y croient pas. Mais de tous ceux qui font ou parlent de politique au Cameroun, qui est le mieux placé pour conduire une alliance de l'union des peuples africains du Cameroun avec l'alliance des États du Sahel? Non, je recommence la question. Vous êtes là. C'est pas parce que vous êtes sur ma chaîne. Répondez. Qui est cet opposant au régime de Biya au Cameroun? Opposant systématique. Qui est celui-là qui jamais n'a donné à Biya le qualificatif de panafricain? Parce que Biya ne l'est pas. Et qui est capable d'être une voix crédible pour construire une alliance de l'Union des peuples d'Afrique centrale à partir d'un Cameroun libéré du régime Biya avec l'Alliance des États du Sahel. Est-ce que vous ne me voyez pas avec le président Assimi Goïta du Mali? Vous ne m'avez pas vu avec lui? Vous avez vu qui d'autre? De ceux qui sont opposés à Paul Biya. Je dis bien opposés à Paul Biya et à son régime. Et à qui? Vous ne m'avez pas vu avec Abdourahmane Tiani du Niger? Vous allez me voir bientôt avec le président Traoré de Burkina Faso. Parce que la vision qu'ils incarnent en Afrique de l'Ouest, c'est celle que nous, les Lions et Lions indomptables de la libération panafricaine du Cameroun, nous incarnons en Afrique centrale. Il faut que vous compreniez cela. Il n'y a personne d'autre que nous dans cette dimension. En Côte d'Ivoire, c'est le mouvement et l'alliance qui est en train d'être créée entre Génération et Peuple Solidaire de Guillaume Kibafori Soro, dont je suis un conseiller spécial depuis 2012, le Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo, ancien président de la République de Côte d'Ivoire, le PDCI-RDA, qui, depuis l'exclusion de Tidiane Thiam, a compris qu'il faut entrer dans la lutte. C'est cette alliance-là qui va gouverner la Côte d'Ivoire, bientôt. Écrivez ça, écrivez.
Et de tous les Camerounais que vous connaissez, qui est le mieux placé pour créer une synergie entre le Cameroun libéré et la Côte d'Ivoire bientôt libérée de Ouattara? Qui? Je ne dis pas ça pour me vanter. Écrivez le nom du Camerounais qui peut synergiser immédiatement avec le président Laurent Gbagbo, le président Guillaume Soro et le président Tidjane Thiam. Qui? Il y a qui au Cameroun? Il y a qui? Qui a travaillé là-dessus? Qui a travaillé? Qui a aidé? Je parle des opposants. Hein. Je ne parle pas des gens qui vous disent que Paul Biya est un panafricaniste. Dès que quelqu'un, un Camerounais ou une Camerounaise vous dit que Paul Biya est un panafricaniste, il fait partie du pouvoir. Dès que quelqu'un vous dit que lui, il va protéger Biya et sa famille, il a encore partie liée avec le pouvoir de Biya. Moi, je ne protégerai ni Paul Biya ni sa famille. Ils tombent, ils seront jugés. Ils seront condamnés. Et ils devront payer les réparations pour tout ce qu'ils ont pillé au peuple camerounais. On verra après les condamnations et les réparations s'ils peuvent bénéficier de mesures d'assouplissement. On verra après. C'est leur bonne volonté à reconnaître leurs torts et leurs crimes qui va déterminer l'ampleur de la sanction. On ne protège aucun dictateur. L'ILIPAC ne protège aucun dictateur. Nous ne garantissons rien à aucun des grands voleurs du Cameroun. Rien, rien du tout. Nous appelons le peuple camerounais à se mobiliser. Les forces de défense et de sécurité à soutenir le peuple. Nous appelons à l'ouverture d'une transition dans notre pays natal, le Cameroun. Parce que c'est comme cela que le Cameroun va contribuer à la libération du Gabon. À la libération du Congo-Brazzaville de la domination néocolonialiste. C'est comme cela que le Cameroun va renforcer l'éveil qui a commencé au Tchad. Renforcer l'éveil qui a commencé en République centrafricaine. C'est ainsi que le Cameroun va être un lieu à partir duquel les forces qui sont en lutte en République démocratique du Congo vont avoir un hinterland. Voilà la vision de l'ILIPAC. Et celle pour laquelle nous vous demandons de rejoindre massivement les cellules de notre mouvement. Il y a 6000 d'entre vous qui avaient répondu favorablement sur la page spéciale Facebook créée à cet effet. Nous sommes en train de répartir les adhérents, les sympathisants à notre mouvement dans des cellules à l'intérieur du pays et à l'extérieur. Rejoignez-nous, vous serez affectés à la cellule du mouvement la plus proche de votre lieu de résidence. J'insiste sur le fait que c'est un mouvement panafricaniste et révolutionnaire pacifique. Nous ne sommes pas un mouvement armé. Cela étant dit, les Camerounaises et les Camerounais des forces de défense et de sécurité doivent assumer leurs responsabilités. C'est trop facile de laisser M. Biya continuer à instrumentaliser les forces de défense et de sécurité contre le peuple. Nous travaillons à produire une mobilisation énorme. Nous travaillons à obtenir que des millions et des millions de Camerounais sortent bientôt dans les rues du Cameroun. Ils seront en maillot des lions indomptables du Cameroun. Car ce sont les vrais lions indomptables de la libération panafricaine du Cameroun qu'il nous faut maintenant. Ils sortiront lorsque le fruit sera mûr et le fruit tombera. Oui, c'est tout. Les élections ne peuvent pas obtenir un changement pour notre peuple. Il n'y a pas de changement avec des élections bloquées, des pour-élections. Ce n'est pas possible. Bello Bouba Maïgari, comment il s'appelle? Issa Chiroma Bakari, tous ces opposants-là, Benjigi Célestin, et qui nous ont montré en réalité qu'ils étaient ses suppôts et ses envoyés, Camerounaises, Camerounais, ne vous laissez plus tromper par eux. Je résume maintenant le message de cette émission dans 2 autres langues. Je commence par l'anglais, pour m'adresser amplement à mes compatriotes, notamment des régions fortement anglophones de mon pays. Même si les 2 langues officielles du Cameroun sont encore le français et l'anglais, eh bien, quand viendra l'ILIPAC au pouvoir, toutes les langues nationales du Cameroun seront décrétées langues officielles. Le français et l'anglais seront ramenés au statut de langue de travail. Jusqu'à ce que nous promouvions, région par région, et progressivement dans le pays, des langues nationales en langue de travail.
Voilà un cap, par exemple, que l'ILIPAC se donne. Toutes les langues nationales du Cameroun vont devenir les langues officielles. Un Camerounais aura le droit de parler la langue qu'il peut parler dans un bureau. S'il y a quelqu'un dans le bureau là qui comprend cette langue, il pourra exprimer son besoin dans cette langue. Et celui qui parle cette langue dans ce bureau devra traduire ce besoin en langue de travail. Nous allons promouvoir toutes les langues camerounaises. On va les décréter. L'un des premiers décrets que nous signerons. Si nous avons à gouverner le Cameroun, l'un des premiers décrets, c'est le décret d'officialisation de toutes les langues nationales camerounaises. On décrète, toutes les langues nationales camerounaises sont officielles. Quand tu entres dans un bureau, tu as le droit de t'exprimer dans la langue nationale de ton choix, à condition qu'il y ait quelqu'un qui la comprenne et qui soit capable de la traduire pour tout le monde en langue de travail. Voilà. Et c'est pour vous montrer que c'est possible que moi-même, je m'impose le devoir de toujours traduire mes messages en langue nationale. Pour écouter, camerounaise, camerounais, et qui parlait encore nos langues nationales, à traduire ce que je dis dans nos langues nationales. Ne laissons pas mourir nos langues. C'est la condition même de la puissance de l'idéal panafricain, la défense de la culture africaine. Amis Inter, c'est vrai ou c'est faux? C'est bon, non? Camarades, c'est vrai ou c'est faux? Bon, on va commencer en anglais. In English, Cameroonians, Africans, today I wanted to explain a very singular phenomenon, which is the fake opponents and the fake elections. How they are correlated. What is the link between fake opponents, political opponents, and fake elections? In fact, in our country, Cameroon, we know for a long time that when the power is not coming from the people's sovereignty through fair and transparent elections, it is clear that the power will create fake opponents to divide the people and continue dominating them. There is a correlation between fake elections and fake political opponents because the colonial powers needed to divide and rule our countries. For that purpose, they needed to close the Cameroonian, the African minds into tribalistic borders. They needed to explain to Africans that they are not member of one African community, one sub-Saharan African community of civilization. They needed to close our minds and to maintain us in the chains of tribalism. Where the tribal conscience is dominating the national conscience, and where the national conscience is dominating the African and or Pan-African conscience, you have slave citizens. They enslaved by that strategy many African people by helping them to think that they are first from their ethnic or tribal group before being a member of their country, national group, and before being Africans. We, the lion and lionesses, indomitable lions and lionesses for the Pan-African liberation of Cameroon, we believe that by bringing the African conscience at first, we can free our people through a wonderful mobilization to put an end to domination. That domination coming from the French colonialism and through fraudulent elections, through fake trials, through fake opponents. We have to put an end to this through an African conscience mobilization in Cameroon. In Cameroon, we have seen so many people who pretend to be opponents, but we know the three-game fashion they used to cheat against our people. At first, they were members of the government under Ahidjo Obiah. When that fake multipartism came in the 90s, Mr. Biya told them to play the number 2 game, which is to give an appearance of being opponent so that they can divert our people.
to fight like one people against the oligarchy. And this was the number 2 game. And the number 3 game is after each election, each fake election, those people come back to the power and they share the food of the power in front of Cameroonians, completely disappointed and flabbergasted. These are the 3 games of the fake opponents that we must never forget. And you can observe the same phenomenon in all African countries where French neocolonialism and dictatorships issued from that neocolonialism are still dominating. There is somebody to block here. This is done. Okay. This is done. So, in conclusion, I tried to demonstrate today through this conference that we need to go in a Pan-African fight to free Cameroon from Mr. Biya's Ahidjo oligarchy and to create a new federal republic where we will look each other's African brothers and sisters, like we look the Malian, the Burkinabe or the Nigerian people today, fighting for their sovereignty under wonderful leaders of Mali, Burkina Faso, and Niger, President Goita, Traore, and Chani. So must it be in Africa, in Central Africa, where we need a union, a Pan-Africanist union of the people. And that Pan-Africanist union of the people will be allied with the Sahelian State Alliance so that we will have the 2 lungs of the new Pan-Africanist renewal, of the new Pan-Africanist awakeness. This is the message in English. I thank you to join Lilipack through our Facebook page, and you will be then sent in our groups through the country to prepare the great mobilization, because we know that fake election cannot bring change in Cameroon. Never they have brought change anywhere. Fake elections. And those fake opponents, like Augustin Frédéric Kodok in the 90s, Bello Buba Maigari, Antar Gasagai, Dakole Daisala, those people who were just intending to drink a lot with the power. Those fake opponents, like Issa Chiroma Bakari, Celestin Bejigi, they may never success in their game again. Their fake game against Cameroonian again. You are now aware of their 3-old fake game. The game of the fake opponents. Now let me say it in Bassa Bantu, our native Cameroonian. Let me expect you to do the same in your own Cameroonian tongue, because when the indomitable lioness and lions for Pan-African liberation of Cameroon will come to oath, all Cameroonian African languages will be official, and we will keep French and English for a certain time, like work languages. And with the time, the Pan-African national languages of Cameroon will become languages of work. But this is our vision on that point. That is why I do my best to say things in French, in English, but also in African tongue. And I am a Bassa tongue speaker. I write philosophy, mathematics, poetry in my Bassa native Bantu African tongue. And I use it. I'm asking you to do the same in all the tongues of our country that you know, oh master. Abon ma Cameroon, abon ba Africa. Di jeje primo tintelep ikal behele yarbo ba sombol jo nyubong le biya ni burbe ba whip ba habitel. Ni iyom ni ba sebele opposant politique tole ba karal tel ni hop basa ba nertel ba jostel banga bor ba ye mukiri ba ba sombo selel arnab long matin ma Cameroon
Ndi di kokon di ye ki mu kere. Di bon, we ba ye jotel, ndomle ba ye ni tel. Ba ye kere tel bi ya. Ba nje I kere tel bi ya. Ndi ki ngira I pohol ba enel balong. I biya in kola. Nungwi rukore ba ni momatan. Ni momani tan. I borbana no ba bar ni biya. Jomwi moma ngwi man tarbe. Ba bar ni biya hikikel ba jerni. Ban telep na no kibo Isa Chiroma Bakari. Kibo Belobo Maigari ikal Camerounele. Bon ma Cameroun le. Ya bonan no ban lo johobia. Burukeki. Unkwele le no meme nehi. Iye kalbele a. Boro ngwi Jom ni bo mbogol. Ni momana ni misamal. Iyo masebele élection pohol ba enel balong. Ima be telep sep I Cameroun. Pour la si bab ni élection yoso. I pola ngwi Jom mbogol bo momana ni misamal. Lete ni ngwi Jom mbogol ni bo ni mo ni mo masamal. Pour la si bab ni élection yoso I Cameroun. Ayi joni biya ba ma be ner mur élection Cameroun. Ba ma be pola. I kere telepsep. I ane Cameroun. Ba be nip. Ayi jo nip ipola ngwi jom ni bo jom ni bo mbogol. Ni jom risa mal ngwi leteni I habiye I habitel. Biya boroki biya blo mo manna mangwi ma mini mintarbe. Biya amabe ner mur élection Cameroun. Aye muru whip élection. Donc mura teleban khana no anje jomwi non pa je mwi mi sambok ni biya. Mura teleban ha su winan kalbele nya nerbi ya anje élection. Mura tabela nerbi ya anje élection. Nyule mol mabor mama la masoho pohol ba ini balong biya nyan kalmo. Yo masebele liste électorale. Biya nyan kal. Jamni yoneli bali ele. Li kouli li lama bongo élection bon les élection bon alang bolonge ba sebele elekam biya nyan angene yo. Nyan kal nje anko na imbe nu kere élection. Biya nyan agwe ndab minka yoso I Cameroun. Ngomin minka nu Cameroun aye biya yemere. Bala wenkenyo le nkele usomani le anibwe élection. Nyemere ki nyen an bagal ka u. Akale nyen anko yo. Murba sebele Clément atangana amma be kal jam lipe. Iyom biya ankalien yon ya nyantimba. Jamli yoneli nali biya gwe borbanga Cameroun yoso ekonongi. Di John Cameroun yoso yewo. Cameroun yewo wongi nyuki. Nyole borbanga ale menso mote bon memel banang. Ndi bon ba yewo. Limur joli so yewo njal. Limur yewo makon. Limur yewo li yep li nai I Cameroun. Borba yewo. Ndi ba yewo ba kono wongi. Le bala din teleb na no. Kintong wara ubon ba Afrika. Le de kale rintin so buhabe ki tehe RDPC tel. Borba nyibele haing din boro ning. Banga ning inlong. Ngera biyani borbe wasu banko. Nyule biya ay Ali Baba ni momanna ma borba whip. Ali Baba et ses 40 voleurs biyanu. Bala long yep. Yomin lol inyule biyani borbe banai whip. Banai whip kerelo. Jong dring hek yo masebele lily pack. Nje bolum, nje bora. Bon ma Cameroun ban telep ikal na nole. Njel I kunde. Iyele beya ni burbe ba whip waso ba habi. Di bang long yes, di benge. Logbi ke go buso kere Cameroun. Ki bon ba Afrika. U benge bang manyung ki man grafi. Mane wondo. Man bamun. Man tupuri. Man fulbe. Man hausa benge manyung ki man Afrika. Nyule bale dim benge. Bihibo mereki bon ba Afrika. Dimba nanguye. Iko wa yur. Ikwe biya. Ndi bale. Hiki wara ahongon dile. Longoye lam. Bale mur. Litenje yin anga nelong. Muyeng pulasi abu gwelebes. Muyeng pulasi. Muyeng ayi jobu gwelebes. Ikere mbarla imaten. Bale mbarla imaten.
ngi a nege bonga wong a manke sohorandigi habe mukere benge manyung ngon tole man Afrika benge nye ki man Afrika benge yen kim benge man Mali man Niger tole man Burkina Faso len unkengi me barna lene nyunan wo tout nous m'importe mes yénes. J'ai parlé et je m'assois dessus. Je parle et je m'assois dessus. M'importe mes yénes. Voilà mes chers amis, le message en 3 langues. Voilà le message en 3 langues. Donc ne vous laissez pas manipuler par les pseudo-opposants que vous allez voir surgir ces derniers temps au Cameroun. Et quant à ceux qui vous disent qu'ils vont avoir le pouvoir en gagnant les élections que Paul Biya a confisquées, eh bien, vous perdez votre temps à les écouter. Ça ne va pas arriver. Paul Biya ne partira que par une mobilisation populaire, une mobilisation transversale, une mobilisation panafricaine du peuple camerounais. Écrivez ça. C'est ce que je vous ai dit. Que cela vous plaise ou non, c'est vrai. Et c'est pour cela que nous avons créé Lily Pack. Partage la vidéo et puis abonne-toi.